Bonjour et bienvenue à cette présentation sur les dérivées des fonctions vectorielles à un paramètre, les pentes et les coordonnées curvilignes. Je vous rappelle que vous devez lire le Greenberg, le chapitre 14, la section 14.5 et 14.6. La section 14.5, c'est la dérivée d'une fonction à une variable, d'une fonction vectorielle à une variable. Et la 14.6, c'est la section est sur les coordonnées curvilignes, donc les coordonnées polaires, cylindriques et sphériques. Quels sont les objectifs pour aujourd'hui? Relativement simples. Savoir calculer la dérivée d'une fonction vectorielle à un paramètre, savoir manipuler les coordonnées curvilignes dans des calculs et surtout savoir calculer les dérivées à un paramètre en coordonnées curvilignes. Donc, supposons qu'on a une fonction vectorielle à un paramètre t. Ici, c'est 64t moins 32 au carré moins 8 à la x, fois le vecteur unitaire x, plus 4 fois le cosinus de 16t moins 8 fois le vecteur unitaire y. C'est une fonction particulièrement simple, mais prendre sa dérivée ne sera pas particulièrement différent de prendre la dérivée d'une autre fonction parce que les vecteurs unitaires x et y sont constants. Donc, si on calcule la dérivée, on obtient simplement 128 fois 64t moins 32 fois le vecteur x, moins 64 sinus de 16t moins 8 fois le vecteur y. Donc, un autre exemple, ici, la fonction r de t, qui est x t carré plus y cosinus t, la dérivée de ce terme-là est 2t fois le vecteur x, et la dérivée de y cos t donne moins y sin t. Ça, c'est la mécanique pour obtenir les dérivées. Mais qu'est-ce que ça veut dire exactement? Bien, si on regarde la fonction r de t et qu'on regarde la fonction dr dt, bien, on remarque en fait que la dérivée de la fonction donne en fait un vecteur qui est toujours tangentiel à la courbe au point R de t. Maintenant, comment est-ce qu'on peut décrire la même chose en coordonnées polaires? Je vous rappelle que les coordonnées polaires sont données par une distance r et un angle θ par rapport à l'axe des x. Donc, si on regarde les vecteurs unitaires de référence, on a en tout point un petit vecteur E de R et E de θ qui pointent dans différentes directions. Les deux sont orthogonaux, mais à mesure que je vais changer mon point sur le plan cartésien, les vecteurs ER et Eθ vont changer de direction. Donc, implicitement, ER est une fonction de θ et Eθ est aussi une fonction de θ. Donc, si je regarde mon petit référentiel qui se promène en fonction des positions, il va pointer dans différentes directions, dépendamment de sa position. Il y a donc deux choses importantes qui ressortent des coordonnées curvilignes. La première, c'est que notre vecteur position R, est-ce que c'est maintenant R, une certaine distance R0 fois le vecteur unitaire ER plus θ fois le vecteur unitaire Eθ? Non, pas du tout. C'est la distance R0 en direction du vecteur unitaire ER pour un θ donné. Où est θ? θ est implicitement inclus dans ER parce que le vecteur unitaire ER dépend de θ.
Si on regarde à un certain angle θ, on aura un certain ER. Et si on change l'angle θ, on aura un autre vecteur unitaire ER. Parce que notre référentiel dépend de la position. Donc, à la fois ER et Eθ dépendent de θ. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, ce que ça va vouloir dire, c'est que maintenant, quand on va prendre la dérivée d'une fonction qui est exprimée en coordonnées curvilignes, il va falloir faire attention. Parce que ici, si on a une fonction quelconque, R vectoriel, qui est un certain R qui dépend du temps, dans la direction ER, et un certain angle qui dépend du temps, mais maintenant, le vecteur unitaire ER dépend de l'angle. Donc maintenant, si on prend les dérivés, on doit prendre la règle des dérivés des produits, parce qu'on a maintenant deux quantités qui dépendent de θ. Donc la dérivée par rapport au temps de R, ER, donne maintenant la dérivée de R par rapport au temps fois le vecteur ER pour ce θ donné, et plus R fois la dérivée du vecteur ER par rapport à θ fois la dérivée de θ par rapport à t. Les dérivés enchaînent. Donc ici, comme c'est bien expliqué dans le livre, bon, on a dr dt qui ne change pas, on a ER qui ne change pas, mais ensuite, quand on a R fois la dérivée de ER par rapport à θ, si on varie θ un tout petit peu, on voit que ER a varié dans la direction de Eθ. Donc, on écrit Eθ, dθ, dt. Puis, si on faisait la même chose pour θ, le vecteur Eθ, on verrait que sa dérivée par rapport à θ donne moins ER, c'est-à-dire l'opposé du vecteur unitaire en direction R. Quelle est la conclusion de tout ça? On a les coordonnées polaires et les coordonnées cylindriques qui sont données dans le livre et qui sont redonnées ici pour référence. Ce qu'il faut retenir, c'est que les vecteurs unitaires ER et Eθ dépendent de θ. Donc, c'est important parce que maintenant, quand on va prendre les dérivés en fonction du temps, puisque θ pourra dépendre du temps, on devra prendre les dérivés des vecteurs unitaires en fonction du paramètre θ multiplié par la dérivée de θ par rapport au temps. On a la même chose en coordonnées sphériques, sauf que les termes sont un peu plus compliqués. On ne doit pas les retenir par cœur. Ils sont bien écrits dans le livre, mais il faut bien comprendre que c'est la même chose, simplement en un peu plus compliqué. Donc, en conclusion, les dérivées des fonctions vectorielles sont prises exactement de la même façon que les fonctions scalaires, et c'est particulièrement simple lorsqu'on utilise les coordonnées cartésiennes, parce que les vecteurs unitaires sont constants en fonction de la position. La dérivée d'une fonction vectorielle par rapport à un paramètre t représente la tangente à cette position pour la même valeur de t. On doit faire attention avec les coordonnées curvilignes parce que les vecteurs unitaires dépendent de la position. Ça va devenir particulièrement apparent dans les prochains chapitres lorsqu'on va se mettre à calculer des dérivés par rapport à θ et par rapport à φ avec l'opérateur Nabla, où il va falloir vraiment faire attention à ces dépendances-là.